a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Déjà, je vous souhaite une bonne année puisque je vous ai pas encore vu. C'est la première fois que j'enregistre depuis le début de l'année. Et en plus, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de FBI puisque j'étais un peu reparti sur le local. Mais on va repartir du coup sur un sujet qui concerne l'Hexagone et le rap français. B2OBA, on sait que vous aimez les épisodes sur B2OBA. Booba a-t-il gâché le 9-2-I? Le 9-2-I, qui est son label? On va essayer de répondre à cette question. D'abord, je vous dis que si vous aimez un peu ce que je fais, si vous appréciez pas mal, n'hésitez pas à aller sur mon compte Tipeee. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires et à donner une petite force. 1 euro, 10 millions d'euros, comme vous le sentez, n'hésitez pas si vous avez envie de donner une force. Mais tout de suite, on est parti sur le sujet. Booba a-t-il gâché son label, le 9-2-I? Alors déjà, pour replacer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui savent pas du tout c'est quoi le 9-2-I. 9-2-I, c'est le label du coup de Booba qu'il a créé dans les années 2010. Sur le label, principalement, il y a eu Damso, Shai, C-Boy, il y a aussi eu Benache. Du coup, peut-être qu'il y avait d'autres artistes durant la période dont je vais vous parler. Ils continuent à signer des artistes actuellement, mais on va surtout se concentrer sur cette période-là. Donc voilà, on parle vraiment de ce label qui a quand même eu des artistes prépondérants dans le rap français durant les années 2010, surtout la deuxième moitié. Pour répondre à la question, Booba a-t-il gâché le 9-2-I? On va comparer avec des labels américains, puisqu'on sait que le modèle de Booba est américain, il l'a dit très souvent dans ses interviews, et même quand tu écoutes ses morceaux, tu vois bien que frère, l'inspiration vient d'Amérique, comme beaucoup de rappeurs français. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les rappeurs comme Booba qui imitent l'Amérique machin. Vous inquiétez pas que les rappeurs comme Kerry James et Medine aussi, leur inspiration vient d'Amérique, hein. Donc bon, on va se calmer sur ce sujet là. Mais du coup, comme je vous disais, on va comparer avec des labels comme Young Money de Lil Wayne, qui est le label qui est en dessous de Cash Money, donc comme vulgairement on dit YMCMB, Young Money, Cash Money Business. Et on va aussi comparer avec des labels comme celui de Rick Ross, Maybach Music Group, Rockefeller un peu aussi. Donc on va essayer de comparer avec ces labels-là. Pour moi, Booba, il a fait une erreur sur son label. Une erreur qui, pour moi, a coûté quasiment tout le destin promis du label. Donc je vais vous expliquer cette erreur durant cette vidéo. Bien sûr, je dis tout de suite qu'il faut relativiser le côté gâcher le 9-2-I, puisque tous les artistes dans la période dont je vais vous parler, qui ont été signés sur le 9-2-I, ont tous eu un disque d'or. Beaucoup de gens font comme si disque d'or c'est rien maintenant avec le streaming, machin, etc. Je suis sûr que votre voisin sort un album, il n'est pas disque d'or. Il y a des artistes comme Dinos qui ont charbonné des années, qui sont très talentueux, qui n'ont pas eu un disque d'or très facilement. Dossé aussi ne l'a pas eu très facilement. Donc arrêtez de dire que le disque d'or c'est rien. Je suis sûr que si vous pouviez faire un disque d'or, vous n'auriez pas dit ça. Donc c'est quand même des artistes, comme souvent on veut critiquer Shai, bof, machin. Elle a pris du temps pour faire le disque d'or. Là, je crois qu'elle en a eu un deuxième en plus. Donc c'est des artistes qui sont quand même assis dans le rap français. Donc faut relativiser quand je dis gâcher le 9-2-I. On va tout d'abord commencer par établir les comparaisons que je veux faire avec les labels américains. En parlant de ces labels américains, Young Money, c'est le label de Lil Wayne qui lui a été donné par Cash Money. Du coup, Cash Money est signé chez Universal et Young Money est signé chez Cash Money qui est signé chez Universal. Donc, on va pas revenir sur tous les problèmes d'argent entre Lil Wayne et Birdman, etc. Il y a pas mal de vidéos déjà dessus, peut-être que j'en ferai une, mais c'est sûr que ça a mené pas mal de problèmes de business pour Lil Wayne. Donc, tout n'était pas non plus tout rose en Amérique. Mais Young Money, au départ, quand on lui a donné son label, il signait peut-être les gens un peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que tu as eu des artistes comme Jay Mills qui avaient quand même un buzz à New York, mais bon, c'était pas foufou. Gudda Gudda, T-Streets, Lil Chucky, Lil Twist. Enfin, il y avait des gens qui étaient signés un peu bizarrement. En 2007,
il a signé Nicki Minaj. D'ailleurs, il en parle dans son freestyle sur Upgrade You. And I just signed a chick named Nicki Minaj. Il en parle, j'entendais ce freestyle au lycée. Et je me disais, c'est qui Nicki Minaj? Et entre le moment où il dit ce lyrics et le premier gros single de Nicki Minaj qui était Your Love, il y a 3-4 ans qui se passent. Donc c'est pour vous dire que tu signes pas un artiste et puis ça pète directement forcément, tu vois, surtout à l'époque. Donc voilà, il signe les gens un petit peu au petit bonheur la chance, mais il finit par signer Nicki Minaj en la voyant dans un DVD, je crois que c'est The Come Up DVD. Ensuite il signe Drake, ensuite il signe Tyga, et voilà, c'est là qu'il y a vraiment le départ de Young Money, quand il signe vraiment ces 3 artistes prépondérants qui avaient déjà quand même un buzz, un mini buzz, hein, mais un petit buzz local quand même. Ce pourquoi je veux insister sur Young Money et même d'autres labels après, c'est le fait que Lil Wayne, quand il signe ses artistes, quand il a signé Nicki Minaj, quand il a signé Drake, quand il a signé Tyga, même les autres, J Mills, etc., Lloyd à un moment devait être signé chez Young Money, il est tout le temps avec eux. C'est-à-dire que il les emmène avec lui en tournée. Souvent, les gars parlent d'anecdotes quand ils étaient dans ce qu'on appelle le tour bus, le bus que Lil Wayne prenait pour aller d'état en état pour faire sa tournée, parce que Lil Wayne est en tournée depuis quasiment qu'il a 14 ans, il a quasiment jamais arrêté jusqu'au moment où il a été en prison. Donc il était en tournée avec ses artistes tout le temps sur le I Am Music Tour. Nicki Minaj était avec lui, Drake était avec lui, Gudda Gudda était avec lui. Tu vois, même tous les artistes, que ce soit big, moyen, machin, au moment où il les a signés, ils étaient tous en tournée avec lui. Il y a d'ailleurs une vidéo que je vais vous montrer où on les voit tous en train d'échanger, de discuter dans les coulisses, etc. Il y a vraiment une cohésion de groupe. Au-delà de les emmener en tournée, si tu cherches à l'ancienne, même avant 2011-2010, tu as des collaborations entre Lil Wayne et tous ces artistes, mais plein. C'est-à-dire que Nicki Minaj, tu tapes Nicki Minaj, Lil Wayne, elle est présente sur sa mixtape, sur un remix d'un son de Beyoncé, je crois que c'est Sweet Dreams. Là tout de suite ça m'échappe, mais elle est présente sur Bedrock de toute façon. Roger Dat avec Tyga aussi et Nicki Minaj. Drake, laisse béton, Drake est sur Money to Blow avec Lil Wayne et Birdman. Il est sur Playboy avec Lil Wayne et Birdman. Forever, Lil Wayne et Drake étaient présents dessus. Il est présent sur Uptown avec Drake sur sa première mixtape, enfin pas première mixtape, mais la première mixtape qui a pété, So Far Gone. Il est présent sur le premier album de Drake. Donc voilà, Tyga, il a plein de featuring avec Lil Wayne. Donc, et même les moins connus, c'est-à-dire que Gudda Gudda a des featuring avec Lil Wayne, J Mills a des featuring avec Lil Wayne. Il était vraiment, non seulement il les emmenait en tournée, mais il était très très présent dans leur développement. Il leur donnait des conseils. Ils étaient tout le temps en studio ensemble. Il leur dit, les gars, moi, je travaille tout le temps, donc vous aussi, il faut que vous travailliez tout le temps. Il leur a vraiment donné une éthique de travail. C'était quasiment l'école Young Money. Il y a d'ailleurs pas mal d'anecdotes intéressantes que les membres de Young Money racontent aujourd'hui. Nicki Minaj qui raconte que Lil Wayne l'avait viré du groupe parce qu'un jour, justement, ils avaient un show Young Money et Nicki Minaj a dit non, mais j'ai une prestation payée là, est-ce que je peux pas aller là plutôt, machin. Et Lil Wayne l'a regardé, enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'il raconte, mais il lui a dit, ah ben c'est bon, ben t'es viré du groupe, si tu veux pas venir avec le groupe, t'es viré. C'était vraiment... il y avait une bonne ambiance, bien sûr, mais il essaie vraiment de créer une cohésion de groupe Young Money. Drake raconte aussi que quand Kobe Bryant, rest in peace aux légendes, est venu chercher son exemplaire en avance de Carter Tree qui est l'album classique de Lil Wayne, et il est venu chercher l'album en exclu dans le bus de tournée, et Drake était là avec Lil Wayne. Donc il a vraiment créé cette cohésion de groupe Young Money, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce sont des superstars maintenant. C'est à force de traîner avec Lil Wayne, d'avoir gardé cette éthique de travail, etc., d'avoir appris les rouages du métier, la scène, etc., etc. Et c'est ce qui les a aussi permis de buzzer fort, parce que Lil Wayne, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'est le plus gros artiste de la planète. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que Lil Wayne, il est sur tous les singles qui buzzent à ce moment-là. Il vend 1 million d'albums en une semaine. Il est en tournée. Il amène les gars avec lui. Donc, ça leur a permis. Il fait plein de sons avec eux. Donc, ça leur a permis de buzzer fort. Il y a eu l'album
la compilation en tout cas, We Are Young Money avec Bedrock. T'as tous les gars dans le clip de Bedrock, même s'ils chantent pas, ils sont présents dans le clip. Donc voilà, ça a vraiment créé une cohésion de groupe Young Money. Un autre label qu'on peut comparer à celui de Booba 9-8, puisque c'est un label de rappeurs, possédé par un rappeur, c'est Maybach Music, le label de Rick Ross. Donc Rick Ross, qui est un artiste qui a commencé dans le milieu des années 2000, notamment avec des sons comme Hustlin' et d'autres tubes, justement. Comme il a eu beaucoup de succès, très vite, une maison de disques lui a proposé d'avoir son contrat de label. Alors, fun fact, il me semble que c'est pas la maison de disques où lui, il était signé, où il a signé Maybach Music Group, vulgairement appelé MMJ, mais bon, c'est un détail. Donc il crée Maybach Music Group, tout le monde a déjà entendu le Maybach Music dans les sons de Rick Ross, donc il a vraiment brandé ça à fond, il en parlait non-stop, Maybach Music, MMG, Double M, machin, tout le temps, il a brandé le truc. Très vite, quand on lui offre son contrat de label, je crois qu'il signe d'un coup 3 artistes. Alors je suis pas sûr, mais très vite en tout cas, Wale, Meek Mill et Pills ont commencé à tout le temps être avec Rick Ross. Donc Wale, on le connaissait déjà un peu. Faut savoir que Wale avait un featuring avec Lady Gaga juste avant que Lady Gaga devienne une superstar. N'hésitez pas à taper Wale Chillin' fit Lady Gaga. C'est très drôle parce qu'il dit que genre il a fait le son avec elle. Et genre peut-être 3 mois après, frère, c'était la plus grosse star de la planète. Il pouvait même plus l'appeler au téléphone. Donc c'est drôle, les petites anecdotes comme ça. Donc Wale, qui est un très très gros lyriciste sous-côté de ouf en Amérique, donc qui est signé chez Maybach Music, ça a permis de relancer d'ailleurs la carrière de Wale puisqu'il galérait un peu. Et dès qu'il a signé chez Maybach Music, ça allait mieux. Son label précédent l'avait jeté d'ailleurs, donc il y a toute une histoire autour de ça. Il a signé Meek Mill aussi, qui avait déjà son buzz à Philadelphie, qui était déjà avant signé chez T.I., mais T.I. n'avait rien fait avec lui, donc voilà. Mais il avait déjà son buzz à Philadelphie, un peu en Amérique, dans l'underground entre guillemets. Et il a signé Pill, qui est pour, je crois, un artiste d'Atlanta. Pill, c'est le moins connu des trois. On va dire tout de suite que Pill, c'est un échec dans Maybach Music. Il est même pas resté 3 ans dans Maybach Music. Il a fait la compilation Self-Made dont je vais vous parler. Et ensuite, on l'a viré très très vite. Je sais pas si c'était des mésententes ou bien il a pas buzzé comme les autres. Quand on fait des labels comme ça, si tu buzzes pas, tu dégages. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, dès que Rick Ross a eu son label Maybach Music, il s'est investi dedans à fond pour faire fonctionner la marque, faire fonctionner les artistes. Il était tout le temps avec Wale et Meek Mill. Il a sorti très vite la première compile Self-Made, où il y a des hits comme Bitch I'm a Boss de Meek Mill, qui est pour moi, jusqu'à aujourd'hui, son plus gros classique, avec peut-être The Intro. Mais techniquement, le son de Meek Mill que le plus de gens vont reconnaître, je pense que c'est Bitch I'm a Boss. Il y avait Tupac Back dessus aussi. Il y avait 600 Bands. Incroyable morceau sur la compile Self-Made. D'ailleurs, petite anecdote, je voulais faire un feat avec un rappeur martiniquais sur cet instru. On n'a pas pu le faire et j'ai compris après que c'est parce qu'il rageait sur moi et tout. Donc c'est des petites anecdotes sur cette époque-là qui sont vraiment incroyables parce que quand j'entends ce morceau, ça me fait tout de suite repenser à ça en mode putain, mon téléphone feat et puis Missy, mais en fait Missy Terra et moi, ils m'ont pas même été ça. Mais bon, bref. Donc voilà, Self-Made. Gros succès, bon, gros succès, on s'entend, c'était pas non plus un truc de pop star, machin, etc. Mais pour du rap dur, ça a quand même implanté Maybach Music dans la map. Il en a même fait un deuxième self-made au moment où il a signé Omarion et Staley. C'est intéressant de noter qu'il a signé Omarion des B2K. Je pense que c'était une erreur pour Omarion, mais le fait que le label de Rick Ross soit assez big pour signer Omarion, pour prétendre en tout cas signer Omarion, est incroyable. Déjà, ça montre vraiment l'investissement qu'il a mis dedans. Staley, qui est un bon lyriciste aussi, mais pareil, ça n'a pas fonctionné. Je pense que Rick Ross, par contre, il a voulu la charrue avant les bœufs. Il a lancé son label, ça a bien fonctionné. Wale, avec l'album Ambition, a eu du succès avec un hit classique comme Lotus Flower Bomb en featuring avec Miguel, ou avec le son Ambition, justement, encore une fois avec Rick Ross et Meek Mill. Encore une fois, on sent la cohésion de groupe. Ils ont pas mal de morceaux ensemble. Sur Self-Made 1 et 2, il y a des artistes comme Kendrick Lamar, J. Cole. Enfin, ils mettaient vraiment les moyens pour que César T-Pain sur Bag of Money, sur le 2, qui est aussi un hit.
il mettait les moyens pour que ça fonctionne. Il était vraiment proche de ces artistes. Jusqu'à maintenant, tu dis Rick Ross, Meek Mill, c'est comme s'ils sont cousins. En plus, je crois qu'ils ont le même nom. Je crois que l'un s'appelle Robert Williams et l'autre s'appelle William Roberts. Donc, c'est un délire comme ça. Il est très proche de Wale jusqu'à maintenant. Sur son dernier album, Wale était sur un single. Enfin, il a créé une cohésion de groupe très très vite. Je pense qu'ils ont fait des tournées ensemble, des shows ensemble. C'est pareil que Young Money, même si c'est une échelle beaucoup moins pop, puisque t'as pas des Drake et des Nicki Minaj ou des Tyga sur le label non plus. Mais grosse cohésion de groupe. Maintenant que j'ai établi ces deux labels, il y en a d'autres. Il y a Good Music de Kanye West, mais Kanye West, c'est peut-être pas forcément un bon exemple. On va en reparler. J'aurais pu parler de Rockefeller de Jay-Z, pareil. Jay-Z, quand il te signait sur Rockefeller, t'avais ton featuring avec Jay-Z, t'avais l'instru de Just Blaze, t'avais Damon Dash qui gérait ta carrière, t'étais bien, quoi. Des gars comme Freeway, Benny Siegel, Memphis Bleek n'auraient pas eu le demi-quart du succès qu'ils ont eu si Jay-Z ne les avait pas poussés. Donc voilà, j'aurais pu donner d'autres exemples. Mais on va arriver du coup sur Booba et 9-2i. Booba a une très très longue carrière, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il a toujours été, je dis pas que c'était altruiste, je dis pas que c'était pour son bien à lui, mais quelle que soit la raison pour laquelle ça a été, il a toujours été en mode je mets en avant des artistes. C'est-à-dire que dès qu'il a été un artiste établi, après Tambor et Panthéon, on va dire, un artiste solo établi, t'as des featuring avec des gars connus mais moins connus que lui. C'est-à-dire, genre, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, viens, on fait un feat. J'ai jamais vu Booba forcément faire des feats très par intérêt à fond. C'est-à-dire que il va prendre des jeunes artistes, ça va forcément lui servir puisqu'il va surfer sur un buzz naissant comme Niska, Maes, etc. machin. Mais, par exemple, quand Booba fait un feat avec Mac Taylor, c'est pour le rap, quoi. Ça va lui servir à rien fort. Ça fait un gros banger qui est ouais. Ensuite, il fait un feat avec Mac Taylor sur son album. Il lui renvoie l'appareil en venant sur son album. Ça donne quand même beaucoup de force à Mac Taylor. D'ailleurs, je trouve que Mac Taylor n'est pas assez reconnaissant par rapport à ça. Parce que même si les puristes connaissaient Mac Taylor, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Mac Taylor grâce à Ouais sur Westside. Et avoir Booba sur son album aussi, c'était pas rien surtout à cette période-là. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mac Taylor, ensuite sur les autopsies, il y a aussi Kennedy sur Westside. Sur les autopsies, il y avait des gars comme Despo, Dossé, Seth Gecko. Là maintenant on dit ça, c'est évident. Ah ouais, Dossé, Despo, machin. Mais à l'époque, je me souviens, les gens ils connaissaient pas. Les gens ils connaissaient pas. Donc Booba a toujours été un peu dans cette démarche-là, quelle que soit la raison. Par exemple, Despo, je suis pas sûr que ça lui ait servi à surfer sur quoi que ce soit. Bref. Donc il était dans cette logique-là, mais il signait pas d'artiste. Il était sur son propre label, puisque très vite ça a été un artiste indépendant qui collabore avec les majors. Donc voilà, il fait son album et ensuite la maison de disques l'aide du coup à distribuer sa musique, mais il garde le contrôle et la possession de sa musique. Mais c'était le label Talak Records, où il était signé lui, et où il sortait ses albums, et où des fois il sortait des albums de malades, de gars comme ça. On va pas se mentir, c'était plus du copinage parce que même s'il y a toujours eu des gens qui étaient en mode ah ouais Mala c'est un artiste incroyable, vous comprenez pas machin, on a toujours su que Mala n'aurait pas eu de grosse carrière, quoi. Donc on va pas se mentir, des gars comme Défunt Brahms ou Jay, des gars comme ça, on savait que c'était pour donner la force, quoi. Mais vers le milieu des années 2010, il a décidé d'ouvrir son label qui est 9-2i. Donc voilà, ça fait sens. Il a toujours eu cette marque 9-2i, 9-2easy, 9-2 injection, 92i, etc. etc. Et il a signé très vite des artistes comme Damso, Shai, ensuite il y a eu C-Boy. Il les a signés tous très vite, sur un très court laps, pas en même temps, mais sur un court laps de temps. C'est intéressant la signature de Shai parce qu'il avait déjà introduit Shai sur Autopsy Volume 4. Mais il ne l'avait pas signé au final. Et il y a eu cette période bizarre dans la carrière de Shai où elle était très connue par rapport à Cruel en featuring avec Booba, mais il y avait eu pas mal de critiques sur ce morceau. Mais où entre les deux, elle sortait pas beaucoup de sons. Elle s'appelait Shai Easy, mais elle n'était pas vraiment affiliée à Booba. Donc c'était assez particulier. Mais il a fini par la signer peu après.
D'ailleurs, je crois que c'est via le frère de Shai que Booba a découvert Damso. Donc voilà, tout ça, il y avait une cohésion assez logique. Donc il signe Shai, Damso, C-Boy qui faisait déjà un peu son buzz via des plateformes comme Demolition, etc. Mais qui restait très underground, il l'a signé aussi. Et Benash, qui c'est la signature copinage, on va pas se mentir. C'est le même quartier. Le gars, Booba, c'est son idole. Il était dans le 40 000 gang qui était soldat des Hauts-de-Seine avant. Voilà, c'est vraiment signature parce que c'est comme pour moi, Benash, je le vois comme le neveu de Booba. En vrai de vrai, même si c'est pas forcément ça, mais je le vois un peu comme ça. Un point intéressant, c'est que Booba n'a pas signé Caris. Donc pourquoi je trouve ce point intéressant? Donc bien sûr, Caris devait déjà être affilié à Thérapie, etc. Mais je pense qu'il aurait pu faire parce que Thérapie, au final, il n'a pas vraiment signé d'autres artistes, je crois. Je me trompe peut-être. Mais Booba aurait pu signer Caris. Booba aurait pu dire à Thérapie, viens, on fait un 50-50 sur Missier. Je mis sur lui, il a tout mon buzz, c'est grâce à moi. Tout son buzz, c'est grâce à moi qu'il a. Je viens dans ses clips, je fais la DA de son album. Laisse-moi, vas-y, je le signe sur mon label. Ça aurait pu se faire, en fait. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre que Booba n'ait pas signé Caris. Mais bon, bref, il doit y avoir des raisons. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à ouvrir son label. Mais je trouve déjà que c'est une première semi-erreur. Tu vois, de passer de dire à ce moment-là, Azim, ici, ça va être un patron du game, je le signe. Ou je vais l'aider à être un patron du game, je le signe. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Et du coup, on arrive à cette erreur que, selon moi, Booba a faite dans son label. C'est la cohésion entre lui et ses artistes, le relationnel. Je m'explique. Déjà, un truc intéressant, si vous tapez Booba Shai, Booba Damso ou Booba C-Boy sur Google, il n'y a pas énormément de photos d'eux ensemble. Donc, ok, on n'est pas obligé de faire des photoshoot ensemble, machin, etc. Mais même un photoshoot de label, surtout pour un label de rappeur, c'est la base. Tape Jay-Z, Memphis Bleek sur Google, tu vas trouver des photos. Tape Jay-Z, Kanye West, tu vas trouver des photos. Tape Lil Wayne, Drake, tu vas trouver des photos. Tape Rick Ross, Meek Mill, tu vas trouver des photos. Tu vois, il y a une vraie cohésion, un vrai relationnel qui s'est créé entre le patron rappeur de label et ses artistes sur le label. Là où Booba, ça existait parce qu'il y a eu des photos de Booba et Damso, des photos de Booba et C-Boy, ça existe sûrement. Booba Shai, j'ai vraiment pas trouvé. C'est-à-dire que j'ai trouvé sur le tournage de Cruella et c'est quasiment tout. Mais ça montre quelque chose. Booba, quand il a signé ces artistes-là, il s'est placé en patron de label distant qui va un peu écouter le produit fini, etc. Mais il n'était pas là, présent avec eux. Il n'y a jamais eu de tournée 9-2i. Il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle les séminaires, studio, on est ensemble, on s'enferme, on fait une semaine en studio, 9-2i. C'est intéressant parce que Booba a de l'argent. C'est-à-dire que Booba aurait pu faire un bail Kenry avec le 9-2i. C'est-à-dire à la Kenry, on fait déjà la compilation 9-2i. Il n'y a pas eu de compilation 9-2i. Imagine, t'es Booba, tu as signé Damso, Shai, C-Boy, Benash, tu es proche de Niska, tu es très proche de Kalash aussi à cette période-là. À part les gens avec qui tu es en clash, tu peux avoir plus ou moins tous les artistes dans le rap français, personne ne va te dire non. Il n'y a pas de compile 9-2i. Alors, ils en ont parlé, je crois qu'à un moment, ils étaient en studio, machin, mais ça ne s'est pas fait au final. Il n'y a pas de compile 9-2i. Il n'y a rien, quoi. Il y a un son où il y a Booba, où il y a Damso, Shai et Benash. Il y a un son où il y a C-Boy, Damso et Benash. Mais je crois que tu n'as même pas un son où il y a tout le monde ensemble. Tu n'as aucun son de Booba avec plus d'un membre du 9-2i, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. Donc, pas de compile 9-2i, pas de tournée 9-2i, pas de photoshoot 9-2i. Il n'est pas vraiment présent pendant la confection des albums. Où est la cohésion? Shai, on parle quand même de la meuf qui aurait pu être la Nicki Minaj française. Toute proportion gardée, bien sûr. Dès que je fais des comparaisons françaises, américaines, tout le monde dit « Ouais, mais en France, mais machin, c'est pas pareil. » Gardez les échelles quand je parle. Gardez les échelles, restez... on est à l'échelle hexagonale. Pareil que quand je compare les Antilles et la France, il faut garder les échelles pour bien comprendre ce que je veux dire. Shai aurait pu être la première artiste féminine à rester féminine
quel que soit le sens de ce mot féminin, puisqu'on sait que dans le patriarcat, on a voulu donner des sens aux mots. Mais la sexy, on va dire, la première rappeuse sexy a fonctionné. Diams, très garçon manqué. Kazé, respecté, très garçon manqué. Kenny Arcana, très garçon manqué. Ami Bushi, rest in peace à celle qui est décédée. C'est un peu... Elles ont essayé d'être un peu féminines, mais ça n'a pas du tout fonctionné parce que Rof ne savait pas du tout quoi faire avec ces artistes. On va en reparler. Shai aurait pu être la première. Il a eu un truc. Elle a eu le tube PMW. Le premier album, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais sur la durée, ça a fait disque d'or. Et il n'a pas boosté du tout. Premier album de ta Nicki Minaj éventuellement, qui aurait pu être genre, je sais pas, imagine ça avait été Aya Nakamura, Aya Nakamura. On se comprend. Je prends des comparaisons, mais vous voyez ce que je veux dire. Il aurait pu peut-être la pousser en ce sens-là, faire des sons comme DKR avec elle et machin, etc. jusqu'à ce qu'elle se trouve vraiment. Premier album de Shai, il n'y a pas Booba dessus. Et dès le premier projet qui fonctionne, nouille, machin, rupture de contrat, tu laisses les gens croire que c'est parce qu'elle a envoyé des photos, je sais pas trop quoi, avec André Ayou, un footballeur de seconde zone, et tu démens pas. Donc déjà, c'est pas très professionnel, c'est pas carré en fait, ça fait pas cohésion de label, ok, on est ensemble, relationnel, c'est mon artiste, même je l'aide à fond, et puis même si ça se passe mal, ben, tu vois, j'explique pourquoi ça s'est passé mal vraiment, quoi. C'est pas genre, c'est fini, c'est tout. On parle quand même d'une meuf qui a eu un tube massif avec PMW. C'est pas comme si c'est une meuf, elle a jamais fonctionné, Booba a investi des millions, machin, et ça n'a pas fonctionné. La meuf, elle a eu PMW, ça a fonctionné. Je crois qu'Abessa aussi, ça a un peu fonctionné. Thibaut Courtois, c'est lourd aussi, c'est un peu c'est pas un classique, mais vous voyez, c'est dans le catalogue de Shai, ça a quand même un poids. Jusqu'à maintenant, elle a un following, une fanbase, mais si il avait fait comme Lil Wayne a fait avec Nicki Minaj, eh ben peut-être que Shai, elle aurait été acceptée beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus permanente. Sauf que, franchement, ok, ils partageaient leur son, hein, ils partageaient sur Instagram, machin, mais Booba, c'est pas un patron de label rappeur qui était présent vraiment à fond dans le développement de ses artistes. C'est pareil avec Damso. Un artiste qui peut être à poule aux œufs d'or de ton label, tu vois, souvent je dis que Shai, ça aurait pu être la Nicki Minaj et Damso, ça aurait pu être le Drake. C'est-à-dire que le gars, t'as pas investi beaucoup, quoi. T'as fait un featuring avec le gars, il a eu un buzz de malade, il a sorti son premier projet, batterie faible, boum, buzz de malade, deuxième projet, boum, buzz de malade, troisième projet, tout fonctionnait avec un investissement moindre. C'est-à-dire que Damso ne fait pas beaucoup de clips, il ne travaille pas avec des ultra gros producteurs, de compositeurs, enfin, sans beaucoup investir, Booba a gagné beaucoup sur Damso. Et tu laisses le gars partir après 3 albums. Pourquoi en fait? Parce que le relationnel n'est pas là. Quand il partage les messages qu'il a avec Damso sur Instagram, déjà c'est bizarre de faire ça, ça se fait pas, mais bon bref, c'est l'école 50 Cent, on connaît Booba, on est déjà habitué. Tu lis les messages et tu te dis, mais c'est pas comme ça que je ne vous ai pas dit d'être les meilleurs amis non plus, mais c'est froid, c'est super froid, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas de relation mentor-élève, ça ne fonctionne pas en fait. Et tu te dis, ah, mais c'est normal qu'il soit parti en vrai. Parce que j'ai eu ce que j'avais à apprendre, mon buzz est fait, machin, etc. Financièrement, je peux gagner mieux ailleurs, je me barre. Je me barre, alors que Booba aurait dû se dire, mais non, je ne peux pas laisser Missy partir. Businessment parlant, même si Booba est riche. Imaginons tu prends 2 tiers sur l'album de Damso, je parle de l'argent. Si après, il devient plus big artiste et qu'il te dit, non, maintenant je suis big, je veux 2 tiers et toi tu prends 1 tiers. Tu prends 1 tiers en ayant investi peu et pour toujours en fait. C'est-à-dire que le gars, tu sais, il va faire disque de platine dès qu'il sort un album en faisant rien. Tu gagnes de l'argent facilement. Booba aurait jamais dû laisser Damso partir. Ça, pour moi, c'est une super grosse erreur. Pour comparer Drake à Damso, continuer la comparaison, quand Drake parle de Lil Wayne, jusqu'à présent, c'est avec beaucoup de respect comme un mentor, non seulement quelqu'un qui l'a lancé, mais quelqu'un qui c'est littéralement son mentor, son modèle, quoi. Parce que Damso, il est bon.
il y a les histoires qu'on a eues après. Mais pour moi, tout ça, ça vient du manque de relationnel de Booba. Et je pense que ça va avec son caractère. Le buzz qu'ils ont eu, ils ne l'auraient pas eu sans Booba. Mais je pense que avec le caractère que Booba, que je peux comprendre, parce que des fois j'ai un peu le même caractère, il me semble. Je le connais pas, hein, mais dans les relations que j'ai avec les gens du monde artistique, c'est un peu pareil. C'est en mode, frère, tu fais le con une fois, ok, va là-bas, tu m'intéresses même plus, surtout quand tu as fait des trucs pour les gens. Mais bon, bref, j'ai déjà eu cette conversation-là, mais n'empêche que je pense que Booba a un peu gâché sa poule aux yeux d'or avec Damso. D'ailleurs, je vais prendre des exemples locaux pour les Antillais qui regardent cette vidéo. Si tu prends l'exemple Armada, je vais rappeler, c'est le groupe de Sahel, Pline Pyro, Mandadi Pline, Vallée, Lieutenant et Sergent. On ne connaissait pas Sergent du tout, en fait, avant qu'ils fassent ce crew-là. Ils ont fait le crew, ils ont lancé Sergent, et ils étaient tellement tout le temps avec Sergent, même quand Sergent, il n'a pas forcément sorti de gros albums après, de gros tubes solo après, il y a toute une génération qui, jusqu'à maintenant, connaît Sergent, quoi. C'est-à-dire sans qu'il ait vraiment eu de trucs marquants parce qu'ils étaient tout le temps avec lui. Il l'emmenait en tournée en France avec eux et tout. Et si jusqu'à maintenant, Sergent peut faire des petites prestats où il est invité dans des trucs machin, c'est grâce à cet investissement d'Armada. Donc effectivement, ils auraient pu aller plus loin avec lui. Je pense qu'effectivement, le fait de s'être collé tout le temps à lui pour ensuite le lâcher, j'ai pas vraiment trop apprécié ça sur la gestion de Sergent. Mais il y a forcément eu des raisons par rapport à ça. Un autre exemple que je prends souvent, c'est pas pour manquer de respect à X-Men. C'est vrai que quand j'en parle, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est pour piquer X-Men. Pas du tout, c'est juste que ça fait partie de mon expérience et ça colle avec les sujets que je veux aborder. Justement, je pense que le fait d'avoir été un peu dans le game, ça m'aide pas mal à faire ce genre de comparaison. Quand X-Men a fait le crew Mad Attack, je répète, c'était moi, Taiji, Politic Nine et Def J. C'était l'inverse. Les gens, ils n'ont jamais vu X-Men avec moi. Jamais vu de photos d'X-Men avec Def J. Jamais vu X-Men faire un feat par-ci, par-là avec nous, machin, etc. Et donc, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec tout de suite par rapport à ça. Je pense qu'on a eu une vision totalement différente qui fait que c'était voué à l'échec. Ça n'aurait jamais fonctionné. Donc, ça c'est pas pareil que Booba. Puisque Booba, il a quand même fait des feats avec Damso, partageait les projets que les gars sortaient, etc. C'est pas pareil, mais c'est un peu la même idée dans le manque d'investissement de l'artiste clé. Et tu as un autre exemple, toute petite échelle. Moi, quand je vous dis que Meryl a commencé à enregistrer ici même, dans cette pièce-là même, d'ailleurs, tout ce que j'avais, c'est-à-dire quasiment rien, j'étais à fond en mode, faut pousser Meryl. Tu vois, c'est-à-dire on fait un clip, elle vient, on enregistre un son, je paie le clip, elle vient, elle est dans le clip, quand le son sort, je dis suivez cette nouvelle artiste, c'est elle, c'est Meryl, c'est la nouvelle artiste, elle va tout tuer, machin, etc., etc. Je fais ça pendant 2-3 sons, et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand elle sort un truc, alors qu'elle est 1 milliard de fois plus big que moi, tu as l'impression que c'est moi qui sors un truc, tellement je suis dans la promo du truc à fond, et inversement, elle me donne la force de ouf. Par exemple, j'étais tout près des 10 000 abonnés sur Instagram, et elle a mis dans sa story, go follow Specta, et ça m'a, avec Petit Bout de Soleil aussi, go big up la mif, ça m'a fait dépasser les 10 000 abonnés. Donc tu vois, c'est-à-dire que, pareil, quand tu te donnes une force, non seulement, là on parle pas de financier, puisque je suis pas du tout dans cette logique-là, mais la force que tu donnes et le relationnel que tu crées avec certaines personnes, tu en auras besoin après. Quand Lil Wayne lance Drake et Nicki Minaj et Tyga, maintenant que Lil Wayne est un peu, pas has-been, mais il est plus du tout hot comme avant, quand il a besoin d'une force, Drake est là. Quand il a besoin d'une force, Nicki Minaj est là. Quand il a besoin d'une force, Tyga est là. Je sais pas si Tyga peut vraiment donner une force à Lil Wayne, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a des artistes qui sont in, quand lui, il est presque has-been, j'exagère, mais qui le remettent dans le truc. Il sera jamais vraiment has-been parce qu'il aura toujours cette encre-là dans le game actuel. Et c'est ça, la force que tu donnes. Et financièrement, c'est-à-dire que Booba, là, imagine que frère Damso était resté in, machin, etc. Bon, Damso, il fait un peu l'artiste. J'avoue que ça me saoule, moi aussi, un peu. Il fait un peu le gars. Je sors mon album, je fais pas de promo, je fais pas de clip. Je comprends, mais bon, c'est mystique. Mais imaginons qu'il était resté dans le truc. Imaginons que Damso, ça a été un gars comme Niska ou Nino. Imagine que frère, t'es là, t'es Booba, et puis t'as un Nino.
Frère, tu t'en fous, t'as Nino, t'as le plus big artiste. Moi, j'aime pas Nino spécialement, sa musique. Mais imagine, t'as Nino, et puis tu peux te reposer, et puis de temps en temps, tu fais un feat avec Nino, et puis voilà. Ça aurait été incroyable pour Booba d'avoir ça. Booba n'est présent sur aucun album de Damso. Ils ont un feat par-ci, par-là, ils ont pas vraiment de clip où on les voit ensemble. Non, non, franchement, le manque de cohésion totale dans le 9-2i. Kalash qui n'était pas signé sur le 9-2i, Niska qui n'a jamais été signé sur le 9-2i. D'ailleurs, Kalash, ça n'aurait pas vraiment eu de sens de signer, Niska non plus. Ils sont signés chez la maison de disques. Pourquoi ils vont signer sur le label qui est signé chez la maison de disques? Tu vois, pourquoi ils vont rajouter un intermédiaire financier entre eux? Ça ne sert à rien. Mais la proximité de Kalash et de Booba, même si on sait qu'après ça a été gâché par je ne sais pas trop quoi, mais même pareil, ça c'est l'ambiance bizarre qu'il y a autour de Booba, qui fait que ça fonctionne pas. Parce que c'est toujours la guerre, toujours au tournant. Tu sais que ça peut partir en guerre, que ce soit la faute de Kalash ou la faute de Booba. On saura probablement jamais ce qui s'est passé. Il y a Chris Macari qui est mélangé dans le truc. Enfin, tant qu'ils ne feront pas des interviews à la Vlad TV où ils t'expliquent vraiment A plus B ce qui s'est passé sans faire de sous-entendre. Si toi tu dis le truc, soit tu dis rien, soit je ne veux même pas savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Mais n'empêche que Kalash était beaucoup plus proche de Booba. Niska est beaucoup plus proche de Booba que Damso ou Shai. Et ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas tes artistes, frère. Et idem, comme je te disais, imagine une compile avec tous ces gens-là. Tu vois, Kalash un peu comme 2 Chainz qui n'était pas signé chez Kanye West à Good Music, mais qui était tout le temps avec eux, qui faisait les concerts avec eux, etc., etc. Donc ça aurait pu être un peu comme ça aussi, quoi. Pour moi, Booba avait toutes les cartes en main pour avoir un héritage immortel dans le rap game. Ça reste quand même un très gros succès, au moins 8 ou 9 certifications, voire plus sur très très peu de temps, parce que 9-2i au final, c'est 2 ans. Tu vois, Damso il signe genre en 2015-2016 et il quitte le label 2018-2019, je sais pas, mais en tout cas ça dure très très peu de temps. 9-2i pour beaucoup de certifications. Pour moi, 9-2i, je le verrai toujours comme le Kamehameha en Super Saiyan 2, qui aurait pu être un Genki Dama en Super Saiyan 3. C'est-à-dire que tu peux soit faire un très très gros trou dans la planète, soit totalement détruire la planète avec ton truc. Et Booba, il s'est contenté pour moi du Kamehameha, quoi. Bien sûr, les autres labels aussi ont des échecs. YMCMB a plus d'artistes morts que d'artistes qui ont eu du succès. Même MMJ a l'échec Pills, l'échec Staley, la guerre entre Wale et Meek Mill qui ont eu un gros bif. Rockefeller, il y a l'échec Amil, il y a Benny Siegel qui clash Jay-Z après, il y a la guerre Demon Dash Jay-Z. Donc voilà, les autres labels, c'est pas tout rose, mais ils ont quand même créé une dynastie pour moi qui a duré plus longtemps que le 9-2i sans avoir forcément autant de potentiel, surtout pour MMJ. Young Money, voilà, Young Money, tu peux rien dire. Tu vois, même s'il y a des problèmes financiers, machin, Young Money, tu peux rien dire. Rockefeller, tu peux rien dire. Sans Rockefeller, t'as pas Rihanna aujourd'hui, c'est important de pas oublier. En gros, Booba a vraiment laissé sa personnalité gâcher un truc qui aurait pu être mythique, qui est marquant, mais qui au final n'est pas mythique. Il a tué pour moi totalement le lancement de Shai, qui aurait pu être l'artiste féminine de cette décennie. Il a manqué l'occasion d'enchaîner les tubes avec Kalash et Damso. Benash, j'en parle même pas, comment il a... Bon, après, Benash a surperformé. Hein. Benash est quand même disque d'or en étant un rappeur très très moyen, que j'aime beaucoup, mais très très moyen. Et C-Boy, ben voilà, au final, entre les deux rappeurs cagoulés, C-Boy et Kalash Criminel, tu retiendras Kalash Criminel, alors que C-Boy est beaucoup plus fort que Kalash Criminel à mon sens. Pas de son... Pas assez de sons ensemble, pas de compile, pas de tournée ensemble. L'esprit Kenry que Booba a toujours matraqué, eh ben pour moi, il l'a pas eu sur le 9-2i Record, sur le 9-2i Record, sur le 9-2i Records. Donc, on a cette sensation d'inachevé incroyable, en fait. Quand on parle de 9-2i, on a cette sensation de, ok, t'as gagné la Ligue des Champions, mais t'aurais pu gagner la Ligue des Champions pendant 5 ans. T'as gagné le championnat, mais t'aurais pu gagner le championnat pendant 7 ans, comme l'Olympique Lyonnais à la grande époque. Oui, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le fait que Booba est peut-être un peu gâché le 9-2i. Je dirais gâché, c'est peut-être un grand mot, mais vous voyez où je veux en venir. N'hésitez pas à me donner vos opinions sur oui ou non il a gâché.
Est-ce que ça aurait pu aller plus loin? Est-ce que sa personnalité a gâché le relationnel qu'il y a eu entre lui et les artistes? Dites-moi tout dans les commentaires. Suivez-moi sur les réseaux et puis n'hésitez pas à donner la force sur Tipeee. Comme je vous dis, je vous laisse le lien dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse mes vidéos en Lamborghini comme dans 9 de Yveron, ça ne tient qu'à vous. En tout cas, c'était Specta pour FBI fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Con DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.